Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle session de Médias Pionniers avec Jonathan Chan, spécialiste, influenceur B2B sur LinkedIn notamment, avec lequel on va parler de création de contenu évidemment et des dernières tendances qu'il faut intégrer dans son travail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous installer, ajuster vos casques voilà, et prendre position pour profiter au maximum de notre discussion à Jonathan et à moi sur le contenu. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous, bonjour David, ravi de participer à cet nouvel épisode de Media Pioneers. Oui, très bien. Bah, écoute, je pense qu'il faut rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce qu'on attend tout ça depuis suffisamment longtemps. Mais peut-être dans un premier temps, est-ce que, Jonathan, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Hop, on partage l'écran. Donc, je me présente, moi c'est Jonathan, donc je suis créateur de contenu en B2B. Je suis actif notamment depuis plus de 2016, donc quasiment 10 ans. J'ai commencé à le faire en tant que community manager dans un grand groupe puis, de publicité. Puis après ensuite, depuis 2 ans et demi, je suis à mon compte, notamment créateur de contenu dans le secteur du marketing, de la tech et de l'intelligence artificielle. J'ai à l'heure actuelle plus de 63 000 personnes qui sont sur LinkedIn et 71 000 personnes sur X, on peut dire aussi, Très ex bien. Twitter, dessus et notamment je collabore avec, de nombreuses marques pour, leurs problématiques dans le B2B et à participer à leur visibilité. Excellent, excellent. Est-ce que tu peux, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, nous en dire un peu plus, toi, sur ta perception, des médias et des défis que doivent relever les médias? Qu'est-ce qu'ils n'ont justement pas encore vraiment réussi à faire, ces fameux, médias et qui doivent engager et accélérer leur transformation numérique? Oui, bien sûr, alors ce que j'ai quand je discute avec des personnes dans les médias, notamment par exemple à la salle média de Vivatech, ce que j'observe principalement, c'est que c'est une vision qu'on appelle ça une vision trop centrée sur le site. Ça s'appelle une vision site-centrique. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est qu'en fait, du coup, on a toutes les plateformes à l'heure actuelle font, on appelle ça du wallet cardinal. C'est-à-dire en fait, en soi, LinkedIn par exemple va notamment déprécier le reach, notamment des liens. On peut parler aussi de Google et aussi de l'intelligence artificielle, où en fait, où les réponses sont apportées directement à travers, par exemple, un ChatGPT que aller sur le site internet. Donc qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Ça veut dire que vous avez de moins en moins de trafic sur votre site internet et donc en fait, ce qu'il faudrait faire désormais, c'est de plutôt avoir des de plutôt de de revoir toute la mesure pour l'avoir de manière holistique. Donc de prendre l'ensemble des écosystèmes pour voir s'il y a, une il y a une progression de votre visibilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la centralisation de l'attention par les plateformes. Donc en fait, c'est étalé le temps où, les gens allaient, site par site. Peut-être c'est triste, oui, forcément, je pense. Mais, désormais, en fait, tous les points d'attention sont centrés sur les plateformes et aussi parce qu'il y a aussi de plus en plus de comptes qui créent de contenu. D'ailleurs, j'estime que la demande du contenu, a dépassé, l'offre et qu'en fait, il y a énormément de contenus qui nous sont vus, même pas une dizaine de fois et donc en fait, le but du jeu finalement, sur ceci, c'est de trouver de savoir un peu comment créer des formats qui attirent l'attention, mais adaptés, à sa cible et enfin, le troisièmement, c'est, un manque d'écoute communautaire. Alors celui-là, c'est en fait, quand les personnes vont parler, d'un sujet, et en fait, il y a tout un vaste données, assez riche en fait sur ce que vous en pensez et ce que je trouve c'est un peu dommage, c'est qu'on n'utilise pas du tout ces données-là pour, notamment voir si, derrière il y a, si notre sentiment est bien, si on peut grâce à voir sur une thématique particulière, que quelqu'un se pose la question, faire un article sur le sujet et donc en fait, je pense que chaque, média devrait aussi introduire aussi, un outil d'écoute communautaire pour, enrichir leur, éditorial. Ouais, donc finalement, tout ce que tu es en train de dire là, c'est que, pour toi, le média, il est unidirectionnel, quoi. Il va que dans un sens, principalement, je veux dire? Oui, oui, je pense qu'en fait, ça va un peu sur one to wo tu vois? C'est quelque chose d'assez vertical, mais ce qui Voilà. est normal puisqu'en fait,
on si on priorise, on va toujours prioriser dans le sens de la création de contenu. Et ce qu'il faut se dire désormais, c'est que créer des contenus ne suffit pas. Il y a tout un ensemble de j'appelle ça un avant, pendant, après, c'est ce qu'on va revenir après, qui Très va bien. permettre de faire vivre le contenu à travers le temps. Alors justement, comment envisager en 2025 pour un média B2B, hein, sa transformation du contenu? Je dirais déjà, premièrement, si c la première chose à faire, donc, indépendamment de la slide, ici, ça serait déjà de travailler sur, une idée forte, un concept. Pour ma part, j'ai observé un changement depuis entre 2005 et il y a 3 ans, c'est qu'en fait, les c'est indépendant en fait, je voulais m'interroger, savoir en fait, qu'est-ce qui est le plus important entre le format, le concept, l'autorité de la personne. En fait, pour moi et je trouve en fait, on est connu en tant que média ou en tant que créateur de contenu à travers son concept. C'est-à-dire, en fait, le format star que vous allez proposer. Je vais prendre l'exemple, Squeezie est connu par exemple pour des formats pour Qui est l'imposteur, Les Échos est connu pour son format décryptage. Il y a toujours en Mmh. fait une spécialité d'un certain média sur quelque chose de spécifique qui va le faire différencier. Et donc, en soi, la première chose que moi je conseille, c'est vraiment de trouver le concept fort derrière qui va après que vous pouvez vous appuyer pour après, par la suite, décliner. Donc après, à partir de là, à partir de là, sur cette idée forte, vous allez décliner en stacking content, c'est-à-dire des petits contenus adaptés à chacun des réseaux sociaux. C'est-à-dire si vous faites, je ne sais pas, mais une idée forte, par exemple, sur on va dire la crypto-monnaie, vous pouvez faire, par exemple, une vidéo longue, ça c'est votre pilier de contenu. Et à partir de ce pilier de contenu, vous pouvez notamment du coup décliner en faisant par exemple en coupant dans la vidéo longue des vidéos courtes pour faire des shorts ou des stories, ou bien notamment faire un article de blog qui traite de chacun des sujets, ou bien bien sûr, ou en faire un podcast. Et en fait, c'est pour ça que je pense que le concept est devenu quelque chose de primordial pour chaque média. Et Effectivement. je dirais le 2e conseil, je dirais tout simplement être référent dans son secteur. C'est alors du coup, oui, c'est assez intéressant, j'avais fait une étude il y a du coup avec Favicon il y a 1 an. C'était, sur le fait, qu'est-ce qui nous faisait mentionner? En fait, pourquoi quelqu'un va, nous mentionner, va Mmh. nous faire recommander dans un lien et en fait, et en fait ce qui se passe sur ça, c'est qu'en fait, c'est toujours celui qui est en top of the mind, celui qui est spécialisé dans un secteur particulier, qui revient en tête des gens et qui fait que les gens vont systématiquement mentionner au-delà de cette création de contenu. Donc, être référent dans son secteur est important et enfin, dernièrement, bien sûr, transformer ce contenu par rapport à différents stades du funnel du marketing. Travailler outre les 3 premières 3 secondes devient primordial. Avoir des contenus à la fois qui génèrent la visibilité, c'est important, notamment à partir des infographies ou des sondages, etc., etc. Et puis après, bien sûr, il y a aussi des contenus qui vont générer plutôt euh, des contenus d'expertise, des témoignages, des études, des livres blancs. Et bien sûr, parce qu'il faut en vivre, il faut aussi des contenus aussi qui peuvent générer de la conversion. Très bien. Alors, ça fait énormément de choses là, ce que tu expliques. Alors finalement, par quoi commencer finalement? En Par quoi t'écoutant? commencer? Heu, Mmh. alors déjà, je dirais qu'il faut pas avoir, et c'est ça ce que j'observe pas mal chez les médias, c'est que je pense qu'il y a une approche un peu trop, dogmatique de certains, formats. D'ailleurs, on estime, je vois beaucoup de médias qui disent que oui, le format écrit, c'est forcément le format, Mmh. qui convainc les décideurs derrière ces lois qui sont invisibles. Moi, je dirais le 1er conseil, c'est de juste de ne pas être dogmatique. Faire une étude sans avoir de biais sur, une préférence de tel ou tel format, derrière. Bien sûr, vous avez des prédispositions. Après, c'est là où vous allez vous adapter. Puis après, en ayant conscience finalement de ces biais-là, puis après en faisant une étude de marché par la suite pour savoir en fait, de comment les gens lisent sur cette thématique. Parce que naturellement, si on est dans le service, par exemple, si on fait quelque chose dans le secteur du divertissement, les formats qui vont attirer l'attention ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans le secteur, par exemple, on va dire, par exemple, dans le secteur B2B, où là, on a forcément quelque chose de très, qui est avec plus d'expertise. Donc, donc, une fois que vous avez compris, on a fait cette étude de marché sur ça, derrière, choisissez, du coup, à partir de là, votre format qui est écrit et aussi, explorer.
Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, désormais, on a fini il est fini l'ère, en fait, où on peut, disons, mettre une pièce dans une de tes plateformes, une autre pièce dans une autre de tes plateformes. En fait, on est dans l'ère de l'ultra-spécialisation de la plateforme. Ici, on ne comprend pas comment marche une plateforme et comment on arrive à travailler de la visibilité par rapport avec cette plateforme-là. En fait, on est nulle part et je pense qu'en fait, il faut notamment moi, ce que je conseille d'avoir, ça, c'est Mmh. le meilleur combo que moi je conseille, c'est d'avoir un levier propriétaire, un canal propriétaire, c'est-à-dire un canal qui ne dépend pas d'algorithme, c'est-à-dire le blog, le podcast ou la newsletter, et un canal et un réseau social qui dépend d'un algorithme pour notamment comprendre la visibilité. Et cette combinaison peut marcher très bien. Et je pense qu'il ne faut pas s'éparpiller au début, se concentrer sur ça. Puis, au fur et à mesure, plus vous allez progresser, plus vous allez investir sur un canal qui permettra de développer votre potentiel d'audience, par exemple sur TikTok ou sur Instagram, sur le Mmh. sujet. Mais le but, pour commencer, c'est de ne pas s'éparpiller et d'être stratégique et focus sur un format. Excellent. Alors justement, ne pas s'éparpiller, c'est aussi se poser, ensuite donc les bonnes questions sur les réseaux, pour construire son influence. Alors comment on arrive à construire, son influence, sans tomber forcément dans l'auto-promo? Voilà, c'est quoi la ligne de crête finalement? Oui, bien sûr. Sur la ligne de crête par rapport à ça, c'est, hem, c'est qu'en fait, pour une influence forte, sans tomber dans le promo en fait, moi, je dirais qu'il faut faire un ratio. C'est assez important. En fait, il y a un biais, sur les réseaux sociaux, c'est que forcément, le biais de mécanisme de viralité sur les réseaux sociaux est assez différent, d'un biais que, par exemple, le mode de lecture d'un média classique. Forcément, comme le mécanisme de viralité est beaucoup lié à l'émotionnel parce qu'en fait, c'est notamment fait à partir des likes. Et le like, on va souvent liker des personnes parce qu'on connaît la personne, par rapport à ce qu'on véhicule comme valeur sur le sujet. Et on se dit, forcément, ce sont des contenus qui marchent. Et du coup, c'est là où vous allez driver pas mal de likes par rapport à ça. Et ça, c'est ça le piège. C'est qu'en fait, vous allez, votre personnalité, certes, elle va générer la viralité, mais c'est pas votre personnalité qui va vous qui va vous, faire devenir un référent dans le secteur. C'est à travers la transmission de connaissances, la développement de l'expertise, vous allez permettre de faire ça. Et donc, à partir de là, moi, ce que je conseille de faire pour pas être dans le promo, c'est d'appliquer un ratio. C'est-à-dire, je pense qu'il est nécessaire, heu, de s'incarner notamment sur LinkedIn et on le voit maintenant, il y a beaucoup de selfies et c'est vrai qu'il faut le faire, moi, une fois sur 3 et 2 fois sur Mmh. 3. Je pense que le mieux, c'est notamment de trouver des formats derrière qui va raconter votre expertise. Même si c'est vrai que je conçois que ça fera moins de likes derrière, mais en fait, c'est à partir de là que vous allez construire, votre autorité. Très bien. Et Alors puis, bien sûr, je dirais la 2e chose, sur LinkedIn, sans tomber dans le combo, c'est juste comprendre un peu les règles du jeu, bien sûr. C'est important. Heu, Parfois, je pense qu'il est important, de se dire: «Oui, j'aimerais bien renvoyer ça, vers, le trafic vers mon site», mais parfois, là, vous pouvez aussi développer des stratégies, on appelle ça, du coup, qui ne sont pas où il y a pas de lien, en soi. Parce qu'en fait, mmh. vous allez, fractionner le contenu pour avoir, disons, des connaissances assez rapides sur un sujet et donc c'est aussi important de connaître finalement cette stratégie visuelle à appliquer. Très bien. Donc finalement, quand tu parles de tout ça, on a bien compris que le contenu utile, c'était une sorte de la nouvelle pub, hein, comme tu aimes à le dire. Et alors, qu'est-ce que le journaliste professionnel, le média professionnel a à comprendre, le meilleur qu'il a à tirer, du créateur de contenu? Qu'est-ce Oui, qu'il a à bien sûr. apprendre de lui? Oui, ça, c'est une bonne question, c'était d'ailleurs une question on avait, débattue, avec vous la semaine dernière lors de Vivatech Mmh. et en fait moi c'est qu'en fait, les journalistes et les créateurs de contenu, je pense que oui, il y a une bataille qui est en commun. C'est la bataille du point d'attention. C'est-à-dire du coup, on estime les que les personnes ont un temps d'attention qui sont, régulièrement limités et que derrière, oui, il y a des plateformes derrière qui font tout pour hacker cette attention. C'est certain. Mais moi, je pense que les 2 ont une approche, moi, je dirais complémentaire. Là où chez les journalistes,
ils vont avoir une certaine crédibilité dans les sources parce qu'ils vont chercher à fact-checker, et c'est important de fact-checker notamment à cette ère, en fait, où la production de contenu est très facile. Ça permet de savoir si le contenu est vrai ou faux. Heu, la déontologie, c'est important, la déontologie et le fait de écrire un contenu derrière où en fait qui intéresse qui décrypte des vrais enjeux, donc cette aisance rédactionnelle et je trouve que cette qualité qu'ont les journalistes, les créateurs ne l'ont pas encore, mais eux, ils ont d'autres qualités. Chez les créateurs, je dirais que c'est plutôt l'agilité dans l'adoption des formats. C'est-à-dire qu'eux vont aller beaucoup plus investir sur des formats qui vont attirer plus l'attention, notamment, par exemple, des vidéos, des podcasts. Oui. Ils vont comprendre aussi, un mieux, cette, approche émotionnelle et authentique parce qu'en fait, ils vont raisonner en tant qu'audience, enfin pas audience, même plus que ça. Ils vont raisonner en tant que communauté. Donc c'est un peu plus, c'est-à-dire que là où le journaliste va peut-être voir tous les gens qui lisent en tant qu'audience, le créateur culturel a réussi à transformer son audience en communauté et qui va revenir systématiquement parler avec, eux, notamment chez les communautés les plus, engagées. Et enfin, bien sûr, cette, conversation vis-à-vis, finalement de cette audience, parce que le ton est plus authentique, Mmh. et que non pas notamment, au moment les journalistes, même si je pense qu'à la fin, je pense qu'entre le journaliste et le créateur, il y a quand même une certaine hybridation, puisqu'on le voit que chez même des Oui. journalistes ont commencé à produire des vidéos, à faire des Mmh. podcasts. Alors que chez le créateur, en fait, on commence à avoir des approches analytiques, surtout pour les youtubeurs qui, pour checker certaines de leurs vidéos longues, vont aller faire appel à un journaliste pour vérifier si le fond y est. Donc en soi, est-ce qu'il y a une concurrence en soi? Pour ma part, je ne crois pas parce que ce sont quand même 2 approches qui sont différentes et qu'on a besoin de ces 2 approches-là dans cette bataille de l'attention. Très bien. Et alors, finalement, pour le journaliste, employé d'un média, par exemple, comment on devient l'ambassadeur de son média? Comment ça se selon toi, comment ça doit s'incarner tout ça? Bah, déjà, je pense que pour moi, il faut déjà demander l'autorisation. Tu vois? Chacun n'est Mmh. pas, né pour être présent à la caméra sur le sujet. Donc, je pense qu'il faut déjà une personne qui se sent à l'aise, et qui veut prendre la parole, qui veut prendre la parole avec une certaine aisance, sur le sujet. Mais je pense qu'il a tout à gagner, en faisant ça. Je pense que, on voit que, par exemple, il y a beaucoup de plus de personnes qui font confiance à des personnes et qui sont plus promptes à parler avec des personnes que, avec, notamment des entreprises. Je vais prendre un exemple, par exemple, les publicités sur LinkedIn, quand on fait une publicité sur LinkedIn pour et que c'est une personne qui le publie par rapport à une marque, bah, la personne en général reçoit en moyenne 3 fois plus d'engagement par rapport à sa taille de l'audience. Donc en soi, identifier ceux qui va s'exprimer et à partir de là, bah, laisser le temps de faire sa création de contenu, heu derrière, donc dans le temps d'entreprise et aussi notamment, du coup, laisser-lui bien sûr, faire un guideline, derrière une charte pour pas que certains mots ne soient pas remis, mais laissez-lui quand même une certaine liberté de ton parce que si on voit que on voit que sur les posts, il y a vraiment une certaine lourdeur, par exemple fait par l'entreprise derrière, on verra pas ce côté très authentique, écrit par le journaliste en question et donc en soi, il faut pas avoir peur notamment du coup de donner son avis. C'est-à-dire en fait, soit sur des quand on soit sur des plateformes sociales, quand on veut s'exprimer en tant qu'employé legacy, faut éviter d'être trop neutre. Il faut quand même être Mmh. légèrement clivant parce que c'est l'approche clivante qui va générer une certaine émotion et faire réagir. Mais pas trop bien sûr et D'accord c'est ça l'équilibre à trouver. d'accord et c'est ça et c'est ça qu'il faut rechercher, faire réagir, mais, Ouais, avec le bon degré, quoi. D'accord tout à fait, et tout à alors fait. dis-moi. Très bien. Alors, bon, l'entretien file, mais il y a une question aussi qui est très importante sur justement, voilà, sur l'IA. Aujourd'hui, selon toi, tu vois un grand nombre d'outils, il y a beaucoup d'outils, voilà, qui sont lancés chaque semaine. Qu'est-ce qu'on doit utiliser, dans un média selon toi? Un peu les incontournables, les outils incontournables qu'on doit utiliser pour ne pas perdre sa singularité, mais aussi pouvoir tirer avantage de ces outils qui sont, pour certains, vraiment, très intéressants. Donc, c'est quoi pour toi ces outils à utiliser? Alors,
Du coup, je vais exprimer mon avis, mais bien sûr, c'est indépendamment, bien sûr, de la politique, d'utilisation, des entreprises sur l'intelligence artificielle. Alors mon avis, sincère, on va dire, c'est, pour connaître comment ça marche, derrière, il faut, tester l'IA, utiliser l'IA dès maintenant. Mmh. En fait, pourquoi cette approche-là? Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tous les utiliser. En fait, en testant ChatGPT, en testant, Gemini ou en testant Claude, on sait par la suite là où ils sont bons et là où ils ne sont pas bons. Et en fait, il s'avère que et j'avais fait ça, ce test-là, il y a 3 mois dans le cadre pour un outil d'intelligence artificielle qui rédige des posts, sur LinkedIn. En fait, il s'avère qu'en fait, l'IA était très bon, les résultats, c'était ça. L'IA était très bon pour, mettre en forme un texte, corriger les fautes d'un post LinkedIn. Il était super fort sur en fait, toute sa mise en forme. En fait, la formalisation, il était fort. Par contre, là où il était pas très fort, c'est tout ce qui était au niveau de l'expérience, au niveau aussi de l'émotion, de la subtilité de l'émotion qu'il va générer. Et parfois aussi les conseils. Parfois les conseils, tu as des enseignements qu'il va donner, l'analyse que tu vas donner quand tu vas écrire un article. Bah, l'IA, il ne sera pas encore très fort parce qu'en fait, ce sera toujours des conseils basiques. Et là, du coup, ça ne va pas avoir un humain qui va comprendre que ce conseil est vrai ou faux. Et donc, à partir de là, en fait, quand tu sais ça, tu sais où te positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Et à partir de là, en fait, tu sais quelle intelligence artificielle, qu'est-ce que tu vas déléguer à l'intelligence artificielle et qu'est-ce que tu ne vas pas déléguer à l'intelligence artificielle. Et comme outil, moi, ce que je recommande, je pense que chaque journaliste, je dirais c'est le plus simple en soi. Pour moi, c'est Notebook LM pour les journalistes. Pourquoi je trouve? Parce que c'est un des seuls outils d'IA qui ne va pas inventer des choses. Il va juste tu vas lui donner les sources et en fait, il va juste reprendre les sources que tu as données. Après, bien sûr, je conseillerais bien sûr toujours d'utiliser du ChatGPT, du Napkin pour les visuels ou toute autre chose. Mais je pense que Notebook elle-même, pour commencer, je pense que c'est pas si mal. Très bien. Ouais, très, très intéressant. Alors maintenant tu poursuis ta veille, hein, tu regardes, ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce qui, selon toi, doit retenir l'attention des médias, dernièrement? Voilà, pour faire bouger le secteur des médias? Ouais, Quelles sont les déjà, initiatives, voilà, quelles sont les initiatives qui doivent, retenir, notre attention selon toi? oui, ah, c'est vrai, j'avais pas anticipé cette question-là, mais on va essayer de répondre. Ah! Déjà, je vais poser la question sur la veille. Qu'est-ce qui m'a Oui. marqué, sur le Mmh. sujet? Bah, déjà, en fait, moi, je fais une veille via, un flux RSS depuis 10 ans, sur ça. Donc du coup je pense que toi aussi, tu en as un flux RSS, Mmh. je suppose? Et Oui. en fait, en fait, je passais, chaque année, je passe tout le temps, dès que je trouvais quelque chose d'intéressant, je mettais cette source dans, dans mon flux. En fait, ce qui s'est avéré, parce que chaque année, je fais un nettoyage des flux RSS, c'est qu'en fait, il s'avère qu'une source sur 3 arrête son activité par an. Mmh. Et je trouve que c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est énorme en soi. C'est-à-dire en fait que le secteur en soi des médias au niveau de la création de contenu, ça bouge énormément. Le turnover est très important. Et moi, qu'est-ce que j'observe finalement dans ce secteur, c'est qu'en fait, c'est que la création de contenu, elle n'est plus assujettie notamment bien sûr aux articles de blog, et qu'en fait, pour maintenant trouver tous les, toute la création de contenu derrière et pour être vraiment incollable, notamment sur un secteur donné. En fait, faire un flux RSS ne suffit plus. Et notamment, maintenant, il faut suivre des newsletters. On peut le faire notamment avec Feedly, du coup, suivre les newsletters, mais aussi il faut faire des listes à travers les réseaux sociaux ou suivre des podcasts. Et, c'est ce qui m'a marqué en soi, c'est qu'en fait, du coup, disons, pour collecter l'information devient vraiment une expertise à part, et que pour ma part, je vois que de moins en moins de personnes réussissent à amener la bonne information. Ça alimente seulement à partir d'une source et souvent pas le média ou un créateur de contenu pour l'avoir. Et qu'en fait, moi, je reste attaché à finalement cette pluralité d'informations qui est écrite. Donc,
trouver aussi des moyens de, finalement, de faire varier votre source pour avoir une information complète. Et puis peut-être deuxièmement, c'est ça, je dirais, c'est un peu le déclin du microblogging. C'est-à-dire, en fait, avant, chez les journalistes, je sais pas, je pense que Twitter, on utilisait tous Twitter pour, avoir, des informations en temps réel. Et en fait, il s'est avéré, bien sûr, il s'est avéré que Threads a apparu, ce qui a fait migrer certaines communautés, notamment dans le secteur du marketing chez Threads. Et puis Blue Sky qui est aussi apparu et ça a fait aussi migrer certains journalistes et qui a fait vers Blue Sky par rapport à X. Mais en fait, si on regarde globalement ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que c'est qu'en fait, il y a quand même un désintérêt croissant des médias par rapport au format du microblogging. Grosso modo, on constate qu'il y a moins 20% du temps passé sur le microblogging, tout simplement parce qu'en fait, il y a des formats qui sont beaucoup plus attractifs que le microblogging, notamment par exemple les vidéos courtes qui, qui attachent plus l'attention. Et en fait, ce qu'il faut se dire dans le secteur des médias, c'est que désormais, disons que le temps est un facteur moins important qu'avant. Alors, je m'explique. Le temps est important. Avant, quand on disait un politique arrive, quand on relayait le communiqué de presse en premier, on allait avoir pas mal de vérité. Désormais, en fait, c'est pas le fait que tu communiques en premier, s'il y a un petit bonus, mais c'est pas énorme, que le fait que tu communiques en premier, c'est celui qui va le mieux le storytelling, le mieux le mettre en forme, qui va attirer le plus d'attention. Et c'est assez. Donc, c'est pour ça qu'on a ce déclin du microblogging. Ça veut dire parce qu'en fait, on essaie de mettre de mieux en forme de contenu adapté à l'audience sur le sujet et le format du microblogging n'est pas adapté à ça. Très bien. Alors, si tu, avais quelques conseils à donner, pour un créateur de médias en 2025, imagine, il part de zéro, voilà, ce serait quoi tes conseils clés finalement? Ouais, Si on doit intégrer, bah, voilà, toutes les nouvelles tendances et les constats que tu fais? bien sûr. Premièrement, je choisirais une thématique ciblée où je suis expert. En fait, pourquoi? Parce que désormais, les plateformes. Alors là, c'est aussi bien pour les plateformes sociales que pour les moteurs de recherche. Je pense que les plateformes sociales savent très bien maintenant sur quelle thématique tu parles. Et il y a aussi cette histoire d'engagement. Et si plus tu pars sur une thématique qui est ciblée derrière, plus en fait tu vas augmenter son taux d'engagement, le taux de rétention, parce que tu vas pas attraper, mais tu vas du coup attirer une audience cible par rapport à ce ciblage-là. Et je pense qu'il est important finalement de pas s'éparpiller et de vraiment trouver, je choisis une thématique cible où je suis expert ou en faire confiance. C'est pour ça qu'on disait qu'il faut cette autorité. Deuxièmement, bien sûr, j'opterai d'abord pour un réseau social, plateforme où je vais comprendre les besoins d'audience et ses usages. Et enfin, troisièmement, je me répète un peu, je vais créer un format star et suffisamment pertinent que tu peux décliner en micro-contenu. Très bien. Alors, et alors finalement, fort de ces 3 conseils, qu'est-ce que toi comment tu vois les choses? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire finalement, en 2025? Qu'est-ce qui est has-been? Alors qu'est-ce qui est has-been en soi? C'est que le monde est très changeant, pour ma part et je pense que, derrière il faut et que je vois pas mal de gens alors je vois pas mal de médias, et je trouve qu'ils font toujours un peu cette erreur-là. C'est qu'ils pensent que leurs convictions à eux sont, ils font de leurs convictions des généralités. Et moi, je pense alors c'est très philosophique, hein, ça et moi, je pense qu'il faut se dire que, il faut avoir une certaine humilité et dire qu'il y a des choses que je ne sais pas, derrière et qu'en fait, les certitudes va te donner des préjugés, va te donner pas mal de biais, sur le sujet. Je pense que le mieux, c'est d'avoir, toujours développé cet, esprit critique. Je ne dis pas que il ne faut pas avoir de conviction. Mais c'est juste qu'il faut avoir une certaine humilité par rapport à ses convictions, pour être pragmatique sur ce qui risque de fonctionner et ce qui risque de ne pas fonctionner. Parce que moi, je pense qu'il faut quand même développer ses convictions, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est le fil conducteur, c'est le why qui fait que les gens te suivent ou pas. Très bien. Alors et qu'est-ce qu'il faut, selon toi, continuer de faire? Qu'est-ce qu'on doit poursuivre, ne pas lâcher? Alors, je pense qu'il faut, en fait, là, la question, c'est plus aussi de se dire, en fait, là où l'IA y va, là où l'IA ne va pas. Moi, je pense il faut toujours continuer d'être curieux. D'être curieux pour explorer des formats, tester des choses, d'être curieux,
d'avoir de l'empathie, d'avoir un peu ce que les de comment les pourquoi, cette personne va réagir de cette manière-là. D'être curieux sur les règles de voilà, sur les règles des algorithmes des plateformes. Je pense que tout ce qui est matière grise, expertise, authenticité, derrière, je pense que surtout c'est un peu cette partie un peu quotient émotionnel, derrière. Je pense qu'il faut continuer à l'avoir et même plus le développer parce que je pense que l'IA ne remplacera pas pour l'instant à court terme et à moyen terme sur ce point-là. Et et je trouve que c'est important finalement ça recentre finalement les médias finalement sur un métier où en fait on apporte une certaine proximité tout en donnant Mmh. l'expertise à l'audience. Très bien et dernière question, qu'est-ce qu'on doit faire de nouveau? Qu'est-ce qui est vraiment incontournable et qu'on doit vraiment intégrer dans sa pratique? Je dirais que moi chaque année on ch alors, peut-être je me répète, derrière, mais je pense que chaque année, je pense que tester au moins, pour moi, c'est tester au moins un outil ou un format derrière. En fait, c'est non, en fait, encore mieux, je dirais. C'est vraiment c'est d'accepter de de changer, casser sa bulle de percer sa bulle de filtre. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut parfois être, on peut parfois être dans sa bulle et que sa communauté derrière va te dire exactement, ce que toi tu as envie, qu'on écoute. Ouais et ben, au contraire, je pense que cela nous met dans un certain confort et en fait, en se mettant dans un confort, on n'accepte pas de changer, suffisamment et que du coup cette, audience va, stagner et je pense qu'il faut parfois, oser, oser, oser aller dans des événements, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être oser explorer alors du coup, on reste sur la thématique, mais oser explorer des sujets derrière qui peuvent être, finalement qui peuvent être intéressants. Et voilà, je pense qu'en fait, il faut disons, croiser différentes sources derrière. En fait, ça permet de développer, d'autres perspectives. Donc voilà un peu ce qu'on devrait faire de nouveau et en fait, voilà, accepter de sortir de sa bulle, en résumé. Exactement, de sa zone de confort. Bon, bah, merci 1000 fois, Jonathan, pour cet échange. Tu nous as délivré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Alors, vous retrouverez cet échange à travers un podcast, des synthèses, mais en tout cas, je tenais à te remercier, voilà, du temps que tu as pris pour Média Pionnier et de nous partager ton expérience. Merci, Jonathan. Merci à toi. Au Merci revoir. tout le monde. Merci, au revoir.